Bonjour à toutes et à tous. On va démarrer notre webinaire, une heure, une question. Et comme on a une heure, on va essayer de démarrer à 13 heures pile et de terminer à 14 heures pile. Je salue mes collègues ici autour de moi, Sylvie Dubreuil, bonjour. Et Michel Arsenin, bonjour, de l'ANECAM ici à Paris. Et Geneviève Laurent, la présidente de l'ANECAM, s'excuse de ne pas pouvoir être avec nous. Elle a une petite obligation familiale qui l'empêche d'être à nos côtés aujourd'hui. Je crois qu'elle nous suit à distance, pour ne rien vous cacher. Et on est ravis aujourd'hui d'accueillir le docteur Myriam Milon. Bonjour docteur, merci d'être avec nous. Bonjour, merci pour Ah, l'invitation. voilà, on vous entend, c'est ça qu'on voulait vérifier aussi à l'occasion. Vous êtes neuropédiatre au CAMS en CAMS et vous êtes CAMS PCO dans le département 82. Vous êtes également représentant des délégations, de votre délégation au niveau du conseil d'administration de l'ANECAMS. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, et c'est ça qu'on aime bien dans une heure une question, c'est une question très précise pour essayer d'apporter quelques réponses. Et la question du jour, elle s'écrit sur l'écran. Que faut-il explorer quand un enfant de 18 mois ne semble pas comprendre les consignes simples? C'est notre question du jour. Et vous avez, vous qui êtes en ligne, vous êtes 113 à l'heure actuelle à être connecté, vous avez la possibilité de poser vos questions par l'intermédiaire, non pas du chat, mais du question-réponse. Si vous regardez en bas de votre écran, il y a d'un côté le chat et d'un côté le question-réponse. Vous allez sur Q et R, question-réponse. Et ici, vous nous envoyez vos questions, vos réponses, vos commentaires. Et ça nous arrive ici directement. Et mes éminents collègues, à droite et à gauche, relayeront les questions auprès du docteur Milon pour qu'on puisse avoir cet échange avec vous. En espérant que cette consigne est bien claire. Donc, vous n'utilisez plutôt pas le chat, hein, le bouton de chat qui est en dessous là, mais plutôt le bouton Q et R, questions et réponses pour ce webinaire. Eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Michel Arsenault, on a une consigne à donner en plus, non? Simplement que les questions peuvent être posées tout au cours du webinaire. Il ne faut pas Vous pouvez forcément commencer attendre la fin. maintenant. Voilà, Voilà, au fur et à allez-y. mesure, posez vos questions. Oui, 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 n'attendez pas la fin. C'est Et notre puis, remarque. Sylvie, une remarque? Non, pas de remarque. On y va. Docteur Milon, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci de répondre à l'invitation de l'ANECAMS. Je peux quelqu'un a levé la main. Alors, je pense que le mode de communication, c'est vraiment par la petite boîte Q et R sur le côté en bas pardon, de votre écran. Docteur Milon, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci à vous pour cette invitation et merci pour votre confiance. Merci pour l'attention des personnes qui sont connectées. Mon propos, il s'appuie surtout sur la pratique clinique en espérant réouvrir des portes ouvertes ou les enfoncer un peu plus si c'est déjà le cas. Voilà, je vais surtout, pour commencer, parler de la consultation initiale en fait. Et de ce qui nous emmène pour aller ensuite plutôt vers la démarche diagnostique au sens plus large. Donc, d'abord, comme signe d'alerte, cette question-là, je la trouve intéressante parce que finalement, c'est quand même rarement les parents qui nous disent ils comprennent pas. Souvent, les parents, ils disent en fait, ils comprennent tout. Pour eux, enfin pour moi, hein, c'est rare que les parents soient dans cette configuration-là. C'est plutôt quelque chose qui est repéré par les professionnels de la petite enfance ou par le médecin en consultation. Les parents, ils vont avoir d'autres signes d'alerte quand ils vont venir sur la consultation. Ça va être ils parlent pas, ça va être ils regardent pas, etc. Mais c'est rarement celle-ci. Mais par contre, nous, on se la pose très régulièrement. La question, c'est que dans tous les cas, ben, quel que soit le signe d'alerte des parents, bien sûr, il faut le prendre en compte et ne pas le banaliser. Encore régulièrement, moi, ça m'arrive de voir sur le CAMS des enfants qui arrivent vers leurs 3 ans alors que les signes précoces ont été repérés entre les 12 et 18 mois. Euh, on peut se poser la question, est-ce que cette question-là, elle apparaît là? Est-ce qu'il comprend, est-ce qu'il ne comprend pas pour les professionnels dans un cadre un peu de dépistage systématique? Ou bien est-ce que c'est sur une population ciblée?
Et enfin, en tant que médecin, pour moi, le plus important, c'est d'avoir vraiment un temps de consultation qui va être dédié pour explorer cette question-là, parce que ça prend quand même pas mal de temps et qu'on peut pas, à mon avis, répondre rapidement en fin de consultation pour une rhinopharyngite ou pour une grippe ou même des fois au décours des vaccins. Il va falloir un peu jouer avec l'enfant, il va falloir prendre du temps pour discuter avec les parents et c'est important d'avoir vraiment un temps dédié prévu pour ça, suffisamment long. Sachant qu'effectivement, en libéral, il y a des cotations d'actes, enfin de consultations qui sont prévues pour ça. Voilà, je pense vous avoir un peu tout dit sur le contexte de cette alerte et que que ce soit pour le médecin ou pour les professionnels de la petite enfance, il existe des grilles et livrets de repérage. Celui-ci, c'est celui des professionnels de la petite enfance où on voit qu'à 18 mois, on va pouvoir questionner est-ce que l'enfant sait se lever seul? Est-ce qu'il sait marcher au moins 5 pas? Est-ce qu'il sait empiler de cubes? Est-ce qu'il peut introduire un petit objet dans un récipient? Est-ce qu'il sait désigner quand on lui demande? C'est un ordre. C'est un ordre simple. Est-ce qu'il peut aller chercher son jouet préféré et est-ce qu'il peut dire 5 mots? Là, ce qui est intéressant, c'est que les professionnels de la petite enfance, ils peuvent s'appuyer à la fois sur leurs observations et l'amener un peu en discussion avec les parents. Et on peut voir que des fois, ben, on n'a pas forcément les mêmes regards. Et c'est vraiment, j'ai envie de dire, une première étape d'échange et de discussion qui est pour moi importante avec cet outil de médiation. Parce que des fois, les professionnels de crèche nous contactent en nous disant, bah, on est embêté, cette famille, on n'arrive pas à aborder les choses, on voit bien que leur enfant se développe de façon différente et qu'il a des besoins particuliers, mais c'est difficile de l'aborder avec la famille. Et je trouve qu'en utilisant ce type de livret, ça permet d'être précis et d'être vraiment dans l'observationnel. Pour le médecin, on a les mêmes questions qui vont se poser euh, sur le livret de repérage, avec sur le versant du langage, voilà, les mots spontanés, plus de 5, avec des exemples. Les consignes simples, à nouveau avec des exemples, ouvrir les yeux, lever la jambe. Les désignations d'images ou d'objets. Bon, toujours la motricité fine, la motricité globale et le fait de pouvoir dire non, en tout cas être dans la communication non verbale, avec dire non, repousser, enfin, secouer la tête, repousser de la main et montrer avec le doigt ce qui l'intéresse en pointant. Avec les parents sur la consultation dédiée, en plus, bien sûr, dans l'interrogatoire, on va dire habituel d'une consultation médicale sur un enfant, on va être particulièrement attentif aux fonctions instinctuelles qui peuvent perturbé dans ce contexte, le sommeil, l'alimentation, le comportement alimentaire en général, les relations avec les autres enfants, le comportement au sens large, que ce soit sur la régulation émotionnelle, sur des possibles stéréotypies, des possibles atypies. L'aspect sensoriel aussi, savoir si les parents ils ont repéré des particularités sur le contact, sur le tact, sur le plan olfactif, gustatif, sur la recherche de sensations fortes ou avec une forte amplitude, on va dire, très kinesthésique. Comment l'enfant joue à la maison, qu'est-ce qui l'intéresse et est-ce qu'il commence à y avoir à 18 mois un peu d'imitation dans la vie courante sur, par exemple, l'utilisation d'une brosse à cheveux, l'utilisation du téléphone contre l'oreille, euh, l'utilisation de l'éponge comme les parents, etc. Donc ça, voilà, les parents, ils peuvent facilement répondre à ces questions-là et nous décrire comment ça se passe pour eux. Après, de notre côté, il me semble très important de repérer bien sûr les facteurs de risque de troubles du neurodéveloppement qu'on retrouve dans les livrets de repérage, mais de s'attacher en plus au contexte de bain de langage. Est-ce qu'on a l'impression que euh, l'enfant reçoit un bain de langage suffisant? Est-ce que les interactions par enfant semblent de qualité ou altérées? Euh, Est-ce que, non, ben, la famille, on la connaît bien et c'est plutôt une famille de taiseux, bon, ben, ça fait pas tout à fait le même environnement. Est-ce que c'est une famille dans laquelle il y a un plurilinguisme?
et quelle est l'exposition aux écrans actuelle, que ce soit sur la télévision, que ce soit sur le téléphone ou des tablettes interactives qui peuvent apparaître dans les foyers tôt, etc. Est-ce que les parents ont une disponibilité aussi, on va dire, à la fois pratique, hein, est-ce qu'ils peuvent être concrètement présents avec leurs enfants, et est-ce qu'ils ont de la disponibilité aussi psychique ou une technoférence euh, qui vient perturber ces interactions parents-enfants et donc aussi son développement. On y est particulièrement vigilant parce que qui dit neurodéveloppement dit interaction entre la base génétique de l'individu et son environnement sur une notion de plasticité aussi, on va dire, un peu dans les deux sens. En consultation, puisque le premier signe voilà, d'alerte qu'on a, nous ou les professionnels, parfois aussi les parents, c'est ben, il a pas l'air de bien comprendre, c'est d'abord de s'attacher à sa communication et à son langage. Et donc, d'abord, au tout début, sur la communication sociale, on va vraiment regarder ce qu'on appelle les compétences socles ou facilitatrices, et donc sa réponse au prénom, son contact oculaire, la présence de l'attention conjointe qui doit être développée aux alentours des 9 mois, et la présence des deux pointages qui doit être présente aux alentours des 12 mois. Est-ce qu'il a un plaisir relationnel? Est-ce qu'il a des gestes symboliques qui apparaissent? Et on peut lui poser des questions. Alors, moi, souvent, c'est donne le cube à maman, c'est regarde la porte ou montre-moi le chat, parce que j'avais une affiche de chat dans ma salle de consultation. Mais pour d'autres enfants, ça va être s'appuyer sur les images du livre ou montrer certaines parties du corps. Et on va questionner aussi ben, la manière dont il s'exprime, cet enfant. Est-ce qu'on est sur un enfant sonore ou pas du tout? Est-ce qu'il y a un babillage encore? Est-ce qu'il commence à jargonner? Et est-ce qu'il y a des mots isolés qui apparaissent? Et bien sûr, on va regarder le reste de son développement sur la motricité globale. Est-ce que finalement, bah, à 18 mois, il marche, c'est bon? Est-ce que son tonus axial, il est encore un peu faible? Est-ce qu'il enchaîne facilement les différentes postures ou les schémas moteurs sont encore fragiles? Comment joue-t-il et comment il utilise ses mains, ses membres supérieurs, comment il coordonne l'œil-main avec les jeux fonctionnels de vider, mettre dedans, ouvrir, fermer, mais aussi commencer à faire des jeux de construction, puisqu'on dit qu'on peut empiler au minimum deux cubes l'un sur l'autre. Est-ce qu'il peut un peu imiter en consultation? Si je lui montre un jeu qu'il ne connaît pas de base, est-ce qu'il va pouvoir le reproduire avec moi? Moi, ça va être par exemple la petite voiture dans un circuit, ou alors appuyer sur un bouton pour déclencher la boîte sur des jeux d'action-réaction. Et finalement, ma grande question, c'est ben, est-ce que les difficultés que j'ai sur la compréhension des ordres simples, est-ce qu'elles sont isolées ou est-ce qu'elles sont plus larges? Est-ce qu'on est dans un cadre global ou non? Et si on est dans un cadre global, est-ce que ça touche les différents domaines du développement de façon homogène ou bien hétérogène? C'est-à-dire avec des degrés différents selon les domaines. Alors en consultation, du coup, ça veut dire qu'on a un peu de matériel quand même qu'il faut avoir sous la main. Un ballon pour avoir une interaction avec l'enfant. Les jeux d'action-réaction, ça me semble aussi nécessaire. Quelques cubes et un récipient type tasse, gobelet pour pouvoir les mettre dedans. La petite planchette avec les encastrements de forme simple, de quoi gribouiller. Un livre avec des images et les objets du quotidien, plus voilà, un débrouillage de dinette et un poupon. Voilà. À l'examen clinique, en plus enfin, ce qui me semble important de pointer en plus d'un examen pédiatrique standard, c'est vraiment d'être vigilant sur quelques éléments supplémentaires, notamment la courbe du périmètre crânien et la notion de la dynamique de cette courbe-là. L'examen cutané, bien sûr, l'examen de la communication non verbale, à la fois dans la manière dont il comprend et dans la manière dont il s'exprime en non verbal, la présence de stéréotypies, d'anomalies du tonus, d'anomalies posturales, qui viendraient un peu nous aiguiller sur une démarche diagnostique un peu différente. Voilà. Sur le plan systématique, à l'issue de cette consultation dédiée au développement, on va devoir, quand on observe que l'enfant ne comprend pas les ordres simples, aller dans tous les cas vers l'élimination d'une surdité et avoir un examen ORL adapté avec
ou une audiométrie tonale ou comportementale. Et si c'est pas possible, sur Toulouse, en tout cas, nous, on organise des PEA qui peuvent être faits sous mélatonine et qui nous élimineront les surdités dans les fréquences aiguës. Voilà. Si on est vraiment très embêté, ils vont jusqu'aux ASSR. En tout cas, on a besoin d'avoir un avis ORL sur cette question-là. On doit aussi se poser la question quand même d'un bilan visuel chez des enfants qui sont très en retrait. On peut aussi aller utiliser des outils un peu de repérage plus poussés quand on a l'impression qu'on est dans le cadre des anomalies des interactions et de la communication, avec l'utilisation du chat ou du questionnaire MChat pour aller un peu plus rechercher avec les parents ces questions d'attention conjointe, de pointage et de faire semblant. Avec donc voilà ces questionnaires qui sont disponibles et qui nous donnent un peu des critères d'alerte sur ces domaines-là quand c'est encore difficile de fois de le voir en consultation. Mais souvent quand même ça semble assez évident et les parents rejoignent souvent les observations qu'on a. On arrive à se rencontrer là-dessus. Donc en fin de consultation, on doit pouvoir avoir cette question-là. Ben, finalement, est-ce qu'il semble entendre ou non? Est-ce qu'il interagit ou non? Et est-ce qu'il parle? Finalement, ces difficultés de compréhension d'ordre simple, est-ce qu'elles sont isolées ou non? Et on se retrouve avec un profil développemental à un instant T. On est vigilant parce qu'on prend en compte une variabilité interindividuelle. On sait que l'âge de la marche, par exemple, c'est la très grande majorité des cas, une marche acquise avant l'âge de 18 mois, mais on sait qu'il y en a encore quelques-uns qui vont ramer un petit peu arrière et après et qui n'auront pas de troubles moteurs par la suite. Ça peut être un petit peu le cas sur le langage, d'autant plus quand on sait qu'il y a sur le développement du langage précoce une participation de facteurs socio-économiques et du bain langagier initial. Mais on a aussi en tête que ben voilà, ça doit répondre, ces difficultés langagières et notamment ces difficultés de compréhension doivent répondre à une stimulation adaptée, à une guidance parentale, à une rééducation, et que dans le cas inverse, on va se diriger vers la question des troubles du neurodéveloppement. On doit se poser la question d'examen complémentaire au vu de cette première étape. Est-ce qu'on est dans le cadre d'une régression de l'enfant ou une stagnation de son développement et en tout cas notamment du langage. Et dans ce cas-là, il y a urgence à l'adresser sur les équipes de pédiatrie et de neuropédiatrie et notamment de réaliser un électroencéphalogramme. Est-ce qu'il y a des anomalies à l'examen neurologique? Et là aussi, on ira vers une imagerie cérébrale. Est-ce qu'il y a des anomalies en général à l'examen avec des signes morphologiques, des malformations associées? Et il y aura besoin d'un bilan pédiatrique et génétique assez proche, bien qu'il n'y ait pas d'urgence immédiate. Et enfin, si on n'a pas d'anomalie à l'examen clinique en général, mais qu'on a l'impression que l'enfant est en difficulté dans les différents domaines du développement, ben, on se dirigera dans tous les cas vers un bilan biologique plus élargi. On va se focaliser maintenant sur les bilans complémentaires qui vont pouvoir nous aider quand on y a accès. Donc, je me permets de les noter là parce que ça me semble important d'avoir une idée de qu'est-ce qu'on attend d'un orthophoniste et qu'est-ce qu'on attend éventuellement d'un abord psychomoteur. Mais il faut bien savoir qu'effectivement, à la fin de la consultation initiale, il va y avoir la question des examens complémentaires médicaux et de la conduite à tenir face à la famille. C'est pas toujours à ce moment-là qu'interviennent les orthophonistes et les psychomotriciens, mais quand même, voilà, il faut qu'on sache un petit peu ce qu'on en attend. On en attend une analyse de la communication et des deux versants du langage qui sont analysés, à la fois sur les sons, sur le vocabulaire, plus tard sur la construction syntaxique et notamment la possibilité d'association de mots, etc., quand on commence à avoir un peu plus d'âge, et enfin dans l'utilisation du contexte sémantique et pragmatique. De même, sur le plan psychomoteur, on va utiliser des échelles développementales avec des évaluations normées, étalonnées, quand on le peut. Et récemment, voilà, c'était le Brunet-Lésine qui était utilisé sur cette tranche d'âge-là. Mais le Bailey est aussi maintenant disponible. Des fois, certains enfants ne rentrent pas dans les épreuves normées, étalonnées, et on se retrouve avec des bilans observationnels. Et enfin, ce bilan-là psychomoteur, je pense qu'une très grande majorité d'entre vous le sait, il peut être accessible soit en structure, comme les CAMS, soit en libéral, financé par la PCO.
Moi, en consultation, j'utilise beaucoup la fiche du Denver, que je ne vous ai pas mise ici parce que ça ne me semblait pas forcément le plus récent, mais qui est une fiche qui permet de stabiloter au fur et à mesure, moi, l'évolution de l'enfant et conjointement avec les parents. Du coup, ça nous donne vraiment une vision très pratique de sa dynamique. Dans la conduite à tenir, finalement, le plus important auprès de la famille et de l'enfant, c'est de mettre en place une intervention précoce. Alors, sur l'orthophonie, je ne suis pas sûre qu'on puisse dire selon les départements que ce soit précoce, notamment vu les listes d'attente départementales qui existent à de nombreux endroits. Mais par contre, on peut intervenir en amont, soutenir la socialisation de l'enfant et si c'est pas pour un mode de garde, c'est surtout pour l'accès à une stimulation différente et au contact avec d'autres petits de son âge, et notamment parler la HEP. Bien sûr, c'est l'adresser sur les CAMS et PCO en fonction des départements et selon le fonctionnement. En tout cas, on est sur la tranche d'âge des 0,6. On l'adresse bien sûr dans les équipes de neuropédiatrie et de pédiatrie pour les examens complémentaires. Et on va devoir débuter en parallèle, ben, finalement, des conseils aux parents sur le bain de langage et la stimulation adaptée pour leur enfant que leur enfant qui ne se développe pas de façon typique. Ça me semble fondamental parce qu'on sait qu'il y a des délais d'attente qui sont existants pour accéder à un suivi orthophonique, pour accéder des fois à la validation du dossier PCO sur certains départements. Et que dans l'intervalle, ben, la famille, on pouvait l'orienter voilà, vers le LAEB, des choses qui sont accessibles, gratuites, vers les médiathèques pour emprunter des livres, euh, vers des lieux de support de stimulation de l'enfant plus soutenus. On va pouvoir aussi aiguiller un peu la famille sur ben, des aides supplémentaires à la communication. Alors bien sûr, c'est le travail des professionnels paramédicaux, notamment des orthophonistes, mais d'autres paramédicaux associés. Mais dans l'intervalle, certaines familles, elles sont tellement en demande et tellement en difficulté devant un enfant qui ne comprend pas que on peut ben, déjà leur parler d'outils de communication, d'une communication alternative augmentée, et qui peut se baser soit sur le bébé signe, donc sans aide technique, ou le macathon, ou le français signé, soit des petits outils comme des photos, des pictogrammes de façon plus ou moins, en général, on passe d'abord par du papier, c'est bah, pas avec une haute technologie, mais qui pourra ensuite devenir plus élaboré, et déjà sur des choses basiques du quotidien, l'interdit, le oui, le super, des petits signes que des fois les familles mettent en place directement elles-mêmes. On va pouvoir leur dire aussi que bien sûr, ça ne va pas empêcher le développement du langage de leur enfant, mais que au contraire, c'est une surstimulation qui est indispensable pour lui permettre de progresser et qu'on va pouvoir utiliser plusieurs canaux de stimulation, les signes, les photos, les pictogrammes, etc. Donc c'est vrai que euh, les familles sont souvent en demandée preneuse quand elles voient que euh, ben, leur enfant il est en difficulté. Alors là, un petit récapitulatif qui peut servir pour vous de fil rouge pour aller voir les outils sur la CA sur le site capable.fr où on voit les signes, les pictos, et puis voilà, des outils plus élaborés, comme les tableaux de langage assisté, comme les classeurs de communication, etc. On passe maintenant à la question diagnostique. Euh, sur cette question d'un enfant qui se développe de façon altérée, avec des difficultés de compréhension, on va, au vu des signes qu'on repère et de la réponse de son évolution sur les prochaines consultations, on a éliminé la surdité. Ben, comment cet enfant évolue? Est-ce que ce signe persiste? Est-ce que ça résiste au suivi? Et est-ce que ça retentit dans la vie quotidienne, à la fois au domicile, à la fois à la crèche? Est-ce que c'est quelque chose qui nous fait rentrer finalement dans le champ du trouble du neurodéveloppement? On passe ensuite au diagnostic fonctionnel. Donc, on est bien sur une question de langage et de communication. Qu'en est-il de l'expression? Est-ce qu'on parle de troubles du langage et est-ce qu'on parle vraiment des deux versants impactés? Et est-ce qu'il y a associé des troubles
sur le versant de la communication non verbale, sur le versant de la motricité, du domaine cognitif, de l'aspect social, de l'autonomie, etc. On va pouvoir comme ça analyser les différents domaines de fonctionnement, les différents domaines et les différentes fonctions qui sont altérées ou qui se développent de façon plus lente. La question suivante est celle du diagnostic catégoriel, à laquelle on ne peut pas répondre sur une première consultation inaugurale à 18 mois sans bilan complémentaire et avec un petit peu de recul. Mais les questions auxquelles on devra répondre sont celles d'un trouble développemental du langage qui fait partie avec le DSM-5 révisé des troubles de la communication, parce que c'est un enfant qui est dans le cadre d'un trouble du spectre de l'autisme. Est-ce qu'on est dans le cadre d'un trouble d'un enfant qui a un trouble du développement intellectuel? Et, euh, et donc, on va pouvoir répondre à ces questions avec le temps. Si on regarde la CIM 11, on aura les mêmes catégories qui apparaîtront avec quelques petites variations. On a toujours le trouble du développement intellectuel et le trouble du spectre de l'autisme. Le trouble de la parole et du langage apparaît de façon initiale et on voit que le trouble des mouvements stéréotypés et les tics primaires sont mis aussi à part dans un autre groupe que celui des troubles développementaux des coordinations. Mais, euh, mais voilà, on retrouve les mêmes dénominations. La question du diagnostic étiologique va apparaître aussi dans cette démarche ultérieure, finalement, si on se dirige plutôt vers un TSA ou vers un TDI ou vers un trouble développemental du langage sévère ou familial, on va devoir réorienter la famille vers une consultation de génétique pour finalement aller vers la question de la cause avec des consultations génétiques qui vont jusqu'à l'analyse de l'exome et du génome en trio, c'est-à-dire avec l'analyse parentale, pour rechercher soit des syndromes finalement relativement connus, soit des variants qui, dans la littérature, sont rattachés avec des troubles du neurodéveloppement et qui peuvent et qui ont un intérêt sur le plan étiologique pour la famille parce qu'on sait que il y a la question pronostic, il y a la question de quels sont les anomalies somatiques qu'on peut retrouver et qu'on peut être amené à surveiller. Il y a la question aussi de la transmissibilité et du caractère familial ou non de ces variations ou mutations. Un élément important finalement au décours de cette question-là sur la compréhension, c'est de se dire finalement que l'enfant va avancer à son rythme et que on est plus sur la notion de trouble finalement que de difficulté et de trouble, plus que de retard de langage ou de retard de compréhension. On va devoir s'attacher avec les parents à regarder l'écart par rapport à la norme et que bien sûr, il y a une parentalité qui va être éprouvée et qui va devoir s'adapter à cet enfant qui grandit de façon différente. Et on va devoir guider les parents dans les différentes étapes qu'on va décliner avec eux et les soutenir voilà, dans leurs compétences à mobiliser vraiment en présence de l'enfant, mais aussi dans toutes les démarches qu'ils vont devoir faire autour de l'enfant atypique et à plus long terme, pour co-construire avec eux les projets de suivi pour leur enfant, avec des projets qui sont évolutifs, basés sur les compétences de l'enfant et souvent avec le soutien et la collaboration de plusieurs professionnels différents. Je finis mon propos sur ce schéma qui me semble bien significatif sur la notion de trajectoire développementale, avec la nécessité finalement de prendre en compte l'alerte précoce, l'intervention précoce, le diagnostic catégoriel qui vient finalement secondairement, et l'écart à la norme que l'on va devoir voilà, reprendre avec les parents, expliquer, discuter, etc. Voilà, alors j'ai bien conscience d'avoir fini avant l'heure impartie, mais en même temps, je voulais avoir des messages relativement clairs et puis pouvoir
échanger avec vous et répondre à vos questions dans la mesure du possible, avec peut-être la carte du Joker si besoin. Voilà. Merci beaucoup. Et effectivement, on va maintenant prendre les questions, essayer d'échanger avec les personnes qui nous suivent à distance. Alors, Michel Arsenault, on a plusieurs questions qui sont arrivées. Euh, la première, c'est est-ce qu'on peut parler de retard de langage avant 18 mois? Oui. Voilà, pour moi, oui, parce qu'en fait, on voit bien qu'il y a des enfants qui se développent avec. Enfin, moi, moi, j'aime bien parler de difficultés langagières et de décalage langagier. Les retards, j'aime bien dire aux parents que. Enfin, mais ça, c'est moi. Quand on dit retard, on dit que les parents s'attendent à ce que ça rattrape, que l'enfant rattrape. Et là, on ne peut pas toujours le dire. Mais par contre, on voit bien que l'enfant se développe avec un écart par rapport à la norme et que quand il y a pas de, il y a des signes d'alerte qui ne doivent pas nous faire hésiter, hein. Quand l'enfant ne babille pas à 8 mois, quand il n'a pas de mots à 12, 18 mois, ben, on va pouvoir parler de difficultés langagières. Et oui, on doit avoir derrière la tête la question de retard de langage et de déjà mettre en place certains déroulés, notamment éliminer une surdité. Babillage à 8 mois, premier mot à 1 an, les Premier mot premières donc. compréhensions, échanges, dialogue à 18 mois, c'est un peu ça les grandes étapes? Exactement. C'est Alors, on a une c'est deuxième pour- question bon. qui est, alors là, on va rentrer dans un sujet plus technique. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur la différence entre l'attention conjointe et l'attention partagée? L'attention conjointe. Alors pour moi, peut-être que je vais peut-être pas bien l'expliquer et que les orthophonistes seraient plus fines encore que mon explication. L'attention conjointe, je montre spontanément, l'enfant va regarder. L'attention partagée, ça va vraiment être, pour moi, c'est plus dans le contexte bidirectionnel, sur un moment vraiment de jeu où on va échanger finalement l'un l'autre nos attentions conjointes. Voilà, moi c'est plus comme ça que je le vois, mais peut-être à confronter avec l'avis des orthophonistes. Merci. Et puis, on a une question qui concerne le bilan biologique. Quel bilan biologique doit-on faire en cas de retard de développement? Alors, en bilan de débrouillage, on va dire qu'on peut faire en ville, en CAMS, et avant d'adresser sur les services de pédiatrie, etc. On peut vérifier les enzymes musculaires, les enzymes hépatiques, la fonction rénale, un ionogramme et une numération formule sanguine avec plaquettes de base, un bilan thyroïdien et il y a certains laboratoires qui le font en ville, mais moi j'avoue que ça dépend des endroits selon les habitudes, un bilan sur la recherche des dérivés de la créatinine urinaire. Voilà, bon, c'est un peu plus poussé, donc peut-être que le bilan sanguin initial de base euh, est suffisant. Et la place de l'IRM. Merci bien. Alors, on nous questionne sur la place de l'IRM. C'est quoi la question exactement, Mais Michel? pareil, dans la suite des bilans complémentaires, est-ce qu'il y a une place pour l'IRM à l'issue de la consultation? Oui, oui, il y a une place pour l'IRM cérébrale. D'une part, quand l'enfant a une régression développementale globale, bah, il y aura forcément la réalisation d'une imagerie cérébrale type IRM avec analyse de spectroscopie pour vérifier les éléments qui pourraient nous orienter vers une maladie métabolique. Et puis, on peut aussi avoir un examen, à l'examen un enfant qui a une hémiplégie, qui a un tableau de paralysie cérébrale et sur lequel, oui, on ira rechercher. Euh, si c'est pas explicite dans son histoire, des lésions cérébrales d'anoxo-ischémie, etc. Toujours sur les questions de bilan, est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, Oui. oui, quand même. Il y a quelqu'un qui demande comment interpréter des CPK élevés. Les CPK élevées, elles peuvent être, alors quand elles sont modérément élevées, elles peuvent être modérément élevées dans un contexte d'infection, voilà, de virose banale, etc. Et on doit dans tous les cas les recontrôler parce que elles peuvent nous faire rentrer dans les maladies musculaires. Donc on peut pas les négliger. OK. Alors, ça, c'est la question j'ai envie d'ajouter, on peut commencer à agir
avant d'avoir les résultats de tous ces examens, parce que ça peut quelquefois prendre beaucoup de temps. Oui, les délais de réalisation des imageries cérébrales notamment. Alors, bien sûr, ça dépend à nouveau hein, des fonctionnements des CH et des CHU. Mais peuvent être assez longs et on peut se permettre de respecter ces délais-là quand on n'est pas inquiet sur l'examen clinique et la dynamique de l'enfant. Si on est inquiet et qu'on pense à une maladie aiguë, bien sûr qu'on ne va pas passer par les délais standards et qu'on va devoir l'orienter rapidement sur les services de pédiatrie et de neuropédiatrie. Mais si j'ai, comme sur le 82-31, là, des délais d'attente de IRM cérébrale qui sont de 6 à 8 mois, bien sûr que on va intervenir en amont et lancer finalement plusieurs démarches en même temps. Celle de l'intervention précoce et celle du diagnostic étiologique en parallèle. Et du coup, il y a une question qui vient tout à fait dans le prolongement de ça. À quel âge est-ce qu'on peut adresser vers une orthophoniste? Est-ce que, du coup, y compris dans cette phase d'exploration d'un diagnostic, à quel moment, à quelles conditions, comment est-ce qu'on va, et à partir de quel âge, on peut orienter, adresser vers une orthophoniste? Alors, je pense que les orthophonistes, elles peuvent, enfin, elles ont, beaucoup d'entre elles ont des formations pour voir les tout petits. Et finalement, ça tout dépend un petit peu des signes initiaux, mais elles voient des enfants dans les contextes de troubles alimentaires pédiatriques ou troubles de l'oralité, qui des fois rejoignent aussi la question du langage et de la communication. Et donc, enfin, certaines d'entre elles sont très à l'aise pour intervenir dès les tout petits. Après, encore faut-il qu'elles soient disponibles et que la famille ait accès à ce suivi. Des fois, sur les tout petits, elles vont pas les voir de façon hebdomadaire, mais elles vont les voir avec des rendez-vous un peu plus espacés pour vraiment guider les parents dans leur relation avec leurs enfants, dans leur communication et dans leur langage. Donc, il y a pas de limite, si ce n'est Quand vous voir dites comment tout finalement petit, la ça famille. serait quel âge à peu près? Quand vous dites tout petit, ça serait quel âge? Oui. Dès 6 mois, sur les troubles alimentaires importants, il y a des orthophonistes qui interviennent. Il y a des orthophonistes qui interviennent même des fois même en néonat hein, sur vraiment guider le développement de l'oralité dans un contexte, on va dire, de prévention secondaire, etc. Donc voilà, ça peut être tôt selon les différents signes d'appel. Après, c'est rare qu'à 18 mois, sur un enfant qui ne comprend pas les ordres simples, on arrive à avoir un suivi orthophonique d'emblée, quand même. Et on va devoir ben, justement s'appuyer sur la famille. C'est-à-dire? Ben voilà, leur montrer comment on va pointer, comment on va parler, comment on va chanter, interagir avec leurs enfants, jouer avec eux, augmenter ces stimulations et ces conditions d'apprentissage finalement pour ces enfants qui ont besoin de plus de temps et de plus d'exposition que les autres aux facteurs d'apprentissage en fait. Voilà. Et alors, du coup, je rebondis sur cette proposition-là. C'est comment faites-vous? C'est ce que nous demande un participant ou une participante pour mobiliser des parents qui seraient soit pas inquiets, soit qui seraient dans le déni. Alors, c'est une bonne question. Mais souvent, ben, alors on va s'appuyer sur plusieurs éléments. Ça peut être effectivement de repérer avec eux sur les grilles, que ce soit des professionnels de petite enfance, sur les grilles médecins, sur les éléments du carnet de santé, sur la grille de Denver, le décalage objectif. Ça peut être se revoir pour prendre le temps de voir comment l'enfant évolue et finalement repérer avec eux les écarts qu'il y a par rapport à la fratrie, les écarts qu'il y a par rapport aux enfants de l'entourage, etc. Et dans tous les cas, s'ils disent qu'il y a effectivement il y a pas mal d'enfants, de parents hein, pour lesquels il faut du temps pour accepter finalement les difficultés, les atypicités de leur enfant, dire que ben, il y a quand même des choses sur lesquelles on peut se mettre d'accord, renforcer les stimulations, aller un peu au LAEP. Ok, je leur demande 3 bilans, ben, du coup, je vais leur en demander qu'un et ça, on va le prioriser, par exemple. Ok. Et puis, on a une question, puisqu'on parlait de signes tout à l'heure, ou en tout cas de communication adaptée
à un enfant qui aurait des difficultés avec le langage oral. Que penser d'un enfant qui signe toujours à 24 mois? Ben, tout dépend si l'enfant signe parce qu'il n'a pas du tout développé de langage oral ou s'il signe en complément du langage oral. Et en général, au fur et à mesure, les enfants l'utilisent de moins en moins quand ils se sentent suffisamment outillés avec les mots verbaux. Mais si son langage est encore très altéré à 2 ans et qu'il en a encore besoin, j'ai envie de dire heureusement qu'il a ça. Est-ce que sur le plan de la communication, justement, et les compétences socles, c'est bien développé et le reste du développement l'est aussi, auquel cas on pensera à un trouble du langage, hein, finalement, euh, ou est-ce qu'ils sont dans un cadre plus global et on pourra penser à un trouble du développement intellectuel plus tard, etc. Vous l'avez dit tout à l'heure, avoir recours aux signes, ça ne ralentit pas le développement du langage. C'est pas ça qui va freiner C'est vraiment un support et un support et finalement le renforcement de ces stimulations sur la communication, sur le langage, au contraire pour le cerveau. Donc c'est vraiment à développer et à bien expliquer aux parents. Je pense, Michel, qu'on a d'autres questions qui Ben, sont arrivées. oui, oui. Tout de suite, là, justement, quelqu'un dit précisément, est-ce qu'il faut le langage signé ou l'accompagnement du langage par le signe, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut encourager pour tous les enfants qui seraient un peu en difficulté, j'imagine? Ah, pour les enfants qui ont des difficultés de développement, c'est sûr que avoir de quoi s'exprimer et comprendre, ça devrait pouvoir être accessible euh, par l'aide des professionnels et ben, effectivement les signes, les pictos, les photos, l'ACA doit être au cœur finalement du projet d'accompagnement de chaque enfant avec atypicité et le plus précocement possible. Mais là, on imagine que ça repose beaucoup sur l'engagement des parents également. Ben, surtout quand effectivement on sait que c'est long pour avoir un rendez-vous en orthophonie, que voilà, des fois les délais d'attente peuvent être longs, on va devoir mobiliser les parents. Alors après, bien sûr que s'ils sont accompagnés dans les CAMS, ben, c'est le rôle des professionnels des CAMS de soutenir les parents et de soutenir l'enfant dans ce domaine-là. Mais des fois, voilà, il y a des endroits où pour arriver jusqu'au CAM, ça prend aussi pas mal de temps. Donc si on peut, en attendant, en consultation libérale, commencer à aiguiller un peu les parents sur les stratégies à développer et ce sur quoi ils vont devoir être vigilants, ça me semble important de le débuter. Michel, on a d'autres Ah questions. oui, j'en ai encore Je vois beaucoup. que ça défile sur votre écran. Oui, ça je les prends directement sur l'écran. Oui. Alors, une question qui revient un petit moment, là, qui nous fait changer un peu de sujet, mais s'il n'y a pas d'accès à une consultation neuropédiatrique, quel est l'examen métabolique qu'on doit, enfin, quels sont les examens métaboliques qu'on doit impérativement faire si on est tout seul? Et on est tout seul. Ben, s'il n'y a pas d'accès à un service de neuropédiatrie, par exemple, c'est là. Non, non, mais enfin, si un enfant, enfin, la question c'est sur si un enfant régresse, il faut l'envoyer à l'hôpital en pédiatrie. Alors, si c'est pas en neuropédiatrie, et les pédiatres, eux, ils sont en lien, les pédiatres hospitaliers sont en lien avec les services de neuropédiatrie plus loin, où ils ont l'habitude de gérer eux-mêmes les bilans des enfants qui régressent. Mais un enfant qui régresse sur le plan du développement en général, pas que du langage ou de la communication, comme on le voit pour les enfants avec tableau autistique ou voilà. Si on a une régression générale du développement de l'enfant, il doit avoir un bilan complémentaire à l'hôpital, ou plus élaboré, quoi. Enfin, je ne vois pas faire ça en ville, quoi. Sauf les CPK si c'est juste les muscles, mais ça me semble. Enfin, voilà. Ok, ok. Quelqu'un demande si vous pouvez revenir sur ce qu'on peut conseiller aux parents quand on attend une place quelque part. Vous avez parlé de, enfin, vous avez montré la CA tout à l'heure et différentes choses comme ça. Et la personne demande si vous pouvez revenir un peu sur les différentes choses qu'on peut conseiller aux parents de faire en attendant une place. Alors, j'avais noté effectivement quelques pistes en attendant des places sur les CAMS ou l'avis de la PCO. C'est notamment l'accès à la socialisation, pas forcément à viser de mode de garde, hein, parce qu'il y a beaucoup de parents qui ont fait des choix et ils se sentent un peu
intruser quand on commence à leur proposer la socialisation, mais c'est vraiment pour, au contraire, le bain de stimulation par des enfants autres en LAEP, les lieux d'accueil parents-enfants qui sont dans de nombreuses villes et communes, des lieux où il y a des professionnels de la petite enfance qui accueillent les parents et leurs enfants pour des jeux libres, gratuits, et en général, c'est sans inscription. Voilà. Après, c'est aussi, voilà, moi je les oriente vers la médiathèque pour qu'ils puissent récupérer des livres pour les petits, qu'ils puissent essayer des jeux. C'est finalement favoriser un bain de stimulation plus important que ce qu'il n'y a actuellement. Ok. Il y a une question qui est la suivante. Faut-il vraiment attendre 18 mois révolus avant de lancer les explorations et les prises en charge? En faisant référence aux consultations qui sont programmées en médecine générale, avec souvent un gap entre 16 mois, qui est la date des dernières vaccinations, et 2 ans. Bien sûr. Je pense que dès qu'on est inquiet sur les développements, dès qu'il y a des cases dans le carnet de santé qui nous inquiètent parce qu'on ne les a pas cochées, euh, bien sûr qu'on doit en parler aux parents et revoir l'enfant pas 6 mois après, ça me semble beaucoup, hein. Donc non, non, bien sûr qu'il faut pas attendre quand on est inquiet en fait. Euh, on a une question qui demande, enfin quelqu'un qui demande si on a encore beaucoup de diagnostics de déficience intellectuelle finalement posés. Et le complément de la question, c'est avec toutes les prises en charge, est-ce que les enfants sortent finalement de ce critère de déficience intellectuelle? Non. Avec les prises en charge précoces, on améliore la dynamique, les apprentissages, on stimule l'évolution de l'enfant et de la personne avec troubles du neurodéveloppement tout au long de sa période de croissance et plus tard. Mais il n'y a pas de modification. La question du trouble du développement intellectuel est au-delà finalement. Alors, sur sur les questions de carence de stimulation initiale, etc. Bon, bah, la question finalement est un peu décalée, mais sinon, il y a une grande partie des troubles du développement intellectuel qui sont de causes génétiques et on en trouve de plus en plus finalement de ces causes-là actuellement. Donc, il n'y a pas de modification en tout cas de cette fréquence-là actuellement. Voilà. Par contre, on essaie de faire mieux évoluer les personnes et de correspondre peut-être de façon plus spécifique à leurs besoins. Et alors, une question complémentaire, je sais bien qu'on est dans le cas des enfants de 18 mois, donc c'est un peu tôt, mais dans le cas des orientations, des prises en charge ou des bilans complémentaires, vous n'avez pas évoqué les psychologues. À quel moment pensez-vous qu'on peut adresser vers un psychologue pour un bilan de facteur G? Alors, effectivement, je ne l'ai pas noté parce que ça me semblait effectivement ça me semblait tôt, mais c'est important de le noter. Les bilans psychométriques, quand on veut pouvoir dire ben, on est dans le cadre d'un trouble du développement intellectuel ou dans le cadre d'un trouble développemental du langage, typiquement, on va devoir faire passer une évaluation psychométrique aux enfants et en évaluant à la fois les compétences intellectuelles et le comportement adaptatif si on pense à un trouble du développement intellectuel. Et les psychos, ben, elles peuvent voir les enfants assez tôt finalement, vers les 3 ans, quand on a vraiment typiquement besoin d'orienter un enfant qui a un tableau très sévère et que la MDPH nous dit mais il nous faut un bilan il nous faut un bilan psychologique, il nous faut un bilan psychologique. Bon ben voilà, ils ne seront pas testables, mais on aura suffisamment d'éléments d'alerte sur la Vineland, etc. Ou alors plus tard, et des fois, ben, ça permet vers les 4 5 voire 5 ans et demi, 6 ans, de répondre à certaines interrogations. D'abord, savoir s'il faut les orienter précocement sur un CSA de trouble du langage, ou savoir s'il faut les orienter vers un CSA d'IME. Mais entre 4 et 6 ans, bah, la jauge est un peu large et ça dépend un petit peu de ce qu'on veut faire de ce résultat. Est-ce qu'on veut éliminer le trouble du développement intellectuel parce que quand même, on a des éléments qui vont en cette faveur-là et très récemment encore, c'est arrivé pour 2 enfants qu'on suivait. On avait l'impression de trouble du développement intellectuel et on a été très rassurés à leurs 4 ans de voir que la WNV était
l'échelle de compétences intellectuelles non verbales était vraiment dans la norme. Ça nous a permis de trancher finalement plus tôt que si on avait attendu les 5 ans et demi, 6 ans pour, euh, pour, euh, pour les orienter euh, avec la question du post-CAMS, etc. Ça peut, voilà, ça peut intervenir sur une tranche d'âge finalement qui est un peu large, mais encore, voilà, faut-il savoir qu'est-ce qu'on va en faire et dans quel but. On n'a plus de questions. J'avais une question moi, sur les modes de garde. Comment est-ce que vous travaillez sur cette question du repérage précoce ou peut-être même de la mise en place de solutions avec des enfants qui sont dans des modes de garde? Enfin, on demande aux parents s'ils sont d'accord qu'on échange avec les lieux d'accueil. Crèches, haltes garderies, etc., pour pouvoir avoir les observations des professionnels et en même temps leur donner des conseils si les enfants atypiques peuvent poser questions, s'il y a des adaptations de matériel, d'environnement à mettre en place, s'il y a des questions de guidance sur le plan de l'oralité typiquement. S'il y a besoin de mettre en place des soutiens et des supports visuels. Voilà, c'est vraiment dans les deux sens, je pense, à la fois de récupérer des informations sur le fonctionnement de l'enfant et à la fois de généraliser un petit peu l'adaptation dans l'environnement dont il a besoin. Merci, Michel Il y a Schmitt. une question qui vient d'arriver aussi. Recherchez-vous des troubles neurovisuels chez ces enfants? Donc, je pense dans le cadre de ce qui est votre sujet aujourd'hui. Oui, enfin, c'est ce que je disais. Si, quand j'ai mis sur le plan visuel, là, il faut qu'on fasse un bilan de base pour vérifier que l'enfant, si jamais il est vraiment très en retrait sur le plan relationnel, on doit se poser la question de est-ce qu'il y voit bien, est-ce qu'il perçoit bien, et s'il perçoit mal, effectivement, comment aborder les choses, est-ce qu'il faut commencer à le travailler, etc. Bien sûr. Eh ben, merci beaucoup. On comprend bien que cette question du décalage dans l'appropriation du langage, elle doit être posée dans un tableau global autour des différents axes de développement. Finalement, c'est ça qu'on peut retenir un peu aujourd'hui. On n'a plus de questions-réponses pour le moment. Est-ce qu'on a un petit mot de la fin, docteur Milon, pour conclure? Merci pour votre attention. J'espère voilà, ne pas avoir été trop décalé dans les attentes des uns des autres. Et je vous remercie. Merci, c'était tout à fait, on a eu beaucoup de questions, c'était tout à fait pertinent. Alors, on rappelle que il y a une série de petites vidéos sur ces troubles, ces indices, ces signes à repérer sur le développement de l'enfant, dont un certain nombre de vidéos courtes, hein, ça fait 30 secondes, des vidéos courtes autour des retards de développement des enfants, et en particulier sur cette question qui nous questionne aujourd'hui du langage. Donc, vous avez ces vidéos, ça s'appelle Agir tôt, et donc vous les trouvez sur les réseaux sociaux, vous les trouvez sur le site de l'ANECABS, vous les trouvez sur le site de Handicap Agir tôt. Enfin, il y a tout un tas d'endroits où vous pouvez trouver ces signes-là, et puis sur chacun des signes, des réponses des experts. Ça bouge encore dans les questions-réponses, Michel? Non. Eh bien, merci beaucoup. Et puis notre prochain rendez-vous, on va pouvoir le donner dès maintenant, ça sera le 9 octobre prochain. On sera avec le professeur Catherine Barthélémy, professeur émérite à l'Université de Tours, chef de service à Tours, et également présidente de l'Académie de médecine. Catherine Barthélémy a été la première femme présidente de l'Académie de médecine, comme quoi tout arrive, et c'est tant mieux. Et ça sera le 9 octobre, et on parlera à nouveau des questions de langage et des questions de que faire quand un enfant ne réagit pas à son prénom. Tiens, c'est une question qu'on pourrait vous poser en guise de conclusion, Myriam Milon. Qu'est-ce que vous faites si l'enfant ne réagit pas à son prénom? Ça sera le petit teasing pour le mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous en dites? Parce que On finalement, répète, c'est pas très loin de notre question d'aujourd'hui. on va devoir avoir un peu la même démarche sur le plan diagnostic, mais avec bien sûr une orientation plus focus sur les troubles du spectre de l'autisme. Euh, donc, euh,
la parole du professeur J'en particulier. profite d'ailleurs sur cette Ah, d'accord. question-là du langage. On voit bien ici à l'ANECAMS que c'est un des sujets de consultation principal. Est-ce que vous confirmez ça, que ce- le C'est un motif signe que repèrent en d'explication. premier les parents, c'est ce retard de langage? Et c'est pour Oui, ça qu'on a choisi de découper. On pourrait faire quelque chose sur le babillage un jour, on pourrait faire quelque chose. Et qu'en fait, c'est souvent ça, le premier signe d'inquiétude. souvent, le premier signe d'inquiétude, c'est il ne parle pas. Il ne parle pas. Plutôt qu'il ne comprend pas. J'ai l'impression. Enfin, moi, voilà, de mon point de vue, hein, souvent les parents ils disent, mais voilà, il ne parle pas, retard de langage, retard de langage. Ils repèrent surtout le versant expressif. Parce que le versant compréhension, le versant réceptif, en contexte, les parents se rendent compte qu'en fait, ben, il fait les routines du quotidien, il va mettre la couche à la poubelle parce qu'il a bien compris que cette couche-là, elle est à la poubelle à la fin, et que sur des ordres simples, en fait, il ne repère pas ces difficultés réceptives. Mais c'est notre travail et on doit le tester de toute façon à 12 mois, à 18 mois, et on doit le prendre vraiment en compte. Ils ont raison, les parents, de s'inquiéter de ce signe-là, en particulier des retards de langage, des écarts au retard de langage. C'est effectivement un signe important. C'est un signe important. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous, merci. Vous avez été très nombreux à être inscrits et à participer. Vous êtes très nombreux à contribuer. On a un mot de la fin. Non, merci beaucoup. Merci au secrétariat de l'ANECAM, c'est également d'avoir organisé ce webinaire. Prochain rendez-vous le 9 octobre. C'est un peu tôt, mais on va le dire quand même. Bon été. Merci beaucoup et à bientôt.